veulent gouverner ensemble, mais sans autres alliances ni à gauche ni à droite. Les jeunes et l'argent, une enquête les révèle plus réalistes qu'on le dit souvent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Commençons tout de suite par le football, puisque le grand choc de la soirée se déroule en ce moment même à Turin, sur le Stadio Comunale, où la Juventus reçoit les Girondins de Bordeaux. Et autant dire tout de suite que ce match est bien difficile pour les Bordelais, qui sont bien malmenés depuis le début de la rencontre, en particulier sous l'impulsion de Michel Platini et du Polonais Boniek, puisque les Français ont encaissé jusqu'ici 2 buts, sans en marquer aucun. Le premier but en première mi-temps à la 30e minute, sur une ouverture précisément de Platini, marqué par Boniek. Un but qui concrétise donc la supériorité des Italiens. Et le deuxième but a été marqué en deuxième mi-temps, il y a à peine 3 minutes, par Briacci. Donc il reste maintenant à peu près 10 à 12 minutes de jeu pour les Français, mais ça sans doute bien difficile. Et le troisième but, vous venez de le voir, qui vient d'être marqué par Platini. Donc 3-0 pour l'instant pour la Juventus. Il sera bien difficile pour les Bordelais de remonter ce handicap et d'égaliser avant la fin du match d'ici une dizaine de minutes. Voilà, nous allons abandonner le direct. Voilà le but de Platini au ralenti. Et nous reviendrons tout à l'heure sur l'ensemble de ce match, puisque Daniel Leclerc est en train d'en préparer un résumé que nous verrons d'ici un petit quart d'heure. Revenons à l'actualité en France, avec aujourd'hui cette série noire sur les routes, puisque par 3 fois on a frôlé la catastrophe à cause de camions-citernes qui se sont renversés. Des camions qui chaque fois transportaient des substances dangereuses et très inflammables. L'accident le plus grave s'est produit dans les Vosges. Gérard Pinson. En début d'après-midi, ce camion-citerne chargé de 30 000 litres de fioul lourd roulait beaucoup trop vite dans la descente du col du Hans. Il a percuté l'une des maisons de Belleval, près de Saint-Dié. L'effroyable explosion a pratiquement détruit 9 habitations de ce petit village vosgien. La rivière elle-même était en feu sur plusieurs centaines de mètres. Le miracle, c'est que seul le chauffeur du camion ait péri dans cette catastrophe. Ce matin, près de Narbonne, c'est en tombant de ce pont sur la Nationale 9 qu'un camionneur a perdu la vie à son volant. Son camion transportait 20 tonnes de sulfure de carbone, produit très toxique qui s'enflamme au contact de l'air. En la circonstance, la citerne a résisté au choc. Enfin, près de Lyon, ce midi, c'est devant un supermarché qu'un 3e camion-citerne s'est renversé. Il transportait 17 tonnes de propane liquéfié. Le chauffeur n'est que légèrement blessé, mais une fuite de gaz provoquée par le choc a durant plusieurs heures interdit toute circulation à proximité de l'accident. Pour vendre une voiture d'occasion, il vous faudra désormais, à partir de septembre, lui faire subir un contrôle technique. Il sera obligatoire pour tous les véhicules de plus de 5 ans. Il coûtera à peu près 250 francs. C'est ce qu'a décidé ce matin le Conseil des ministres. Il faut dire que jusqu'ici, en France, la réglementation en cette matière était quasiment inexistante. Henri Fabre. En principe, la première des 2 mesures annoncées aujourd'hui ne concerne que les quelques 3,5 millions de possesseurs d'une voiture de plus de 5 ans. Mais pourquoi 5 ans? Nous aurions pu retenir une période de 4 ans, voire de 3 ou de 2 ans, reconnaissent les experts. Le fond du problème, en effet, c'est qu'une majorité de Français, sans le savoir, roulent dangereusement, parfois même dans des automobiles récentes. La preuve, suspension et pneumatique usée dégradent sérieusement le freinage et la tenue de route. Et que dire de cette stupéfiante expertise? En 1984, près d'1 sur 2 des 150 000 véhicules appartenant pourtant à des membres d'Automobile Club ont été jugés en mauvais état. Bref, il était temps d'essayer de protéger les automobilistes, tous les automobilistes, contre eux-mêmes. Tout véhicule d'occasion de plus de 5 ans ne pourra être vendu que s'il a été l'objet d'un contrôle technique qui permettra à l'acheteur de savoir exactement quel type de véhicule il achète. Et même si ce contrôle est mauvais, ce véhicule pourra être vendu. Qu'est-ce qu'un contrôle mauvais? Certains organes de la voiture pourront être considérés comme mauvais. À ce moment-là, ce sera à l'acheteur d'en tenir compte au moment de l'achat. Le parc automobile français est très vaste. Il fallait un moyen souple et simple de mettre en route le contrôle. Le système préconisé nous paraît bon et il servira d'expérience. Il est certain que peu à peu, le système va se resserrer, que le bon état du véhicule sera obligatoire et probablement la fourchette d'années aussi. Et nous espérons justement que ce premier pas permettra d'aller assez vite vers un moyen de retirer du circuit tous les véhicules dangereux. On ne peut pas tout faire d'un seul coup, nous le pensons. Vous les estimez à quel nombre, ces véhicules dangereux actuellement?
La proportion par rapport au parc d'occasion est peut-être de 8 à 10%. Soit environ 1 million. Reste la deuxième mesure. Elle vise indirectement les 700 000 véhicules gravement accidentés tous les ans, mais plus directement, semble-t-il, à lutter contre un trafic florissant, celui des cartes grises. Oui, cette deuxième mesure qui concerne donc les véhicules gravement accidentés consistera à retirer la carte grise au conducteur tant que la voiture n'aura pas été réparée comme il le faut. Politique. Au moment même où le Conseil des ministres adoptait ce matin à l'Élysée le principe du vote à la proportionnelle pour les législatives, au même instant, l'UDF et le RPR signaient un accord pour s'engager, s'ils reviennent aux affaires, à revenir au scrutin majoritaire. L'accord signé par Jacques Chirac et Jean Le Canuet prévoit en outre qu'ils gouverneront ensemble et seulement ensemble, c'est-à-dire sans s'allier ni à leur droite ni à gauche. Quel que soit le mode de scrutin, pour que nous ayons en 1986 la majorité et que nous puissions gouverner. Alors vous dites dans votre texte vouloir éviter les compromis, les concessions. Est-ce que vous vous portez garant de l'UDF et de ses tentations centristes? Je crois que tentation centriste, il n'y en a plus, puisque dans cet accord, nous disons très clairement, toutes les composantes de l'UDF et le RPR disent très clairement, nous ferons une majorité qui est l'opposition d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de compromis, et en particulier pas de compromis, avec le Parti socialiste. Si nous avons la majorité, nous, RPR, UDF, CNI, nous gouvernerons. Si nous n'avons pas la majorité, nous ne ferons aucun compromis avec qui que ce soit. Et à ce moment-là, il risque d'y avoir une crise politique. Ce sera le président de la République qui en portera la responsabilité, à lui de la régler, car il l'aura voulu. Edmond Maire chez Yvon Gattaz ce matin. Depuis une quinzaine de jours, tous les dirigeants syndicaux, tous sauf ceux de la CGT, sont venus discuter avec le patronat pour essayer de renouer le dialogue sur la flexibilité de l'emploi, le dialogue qui s'était rompu en décembre dernier. Au-delà, tous sont en tête, bien sûr, d'essayer de trouver un remède au chômage. Claude Guénaud. Pour le CNPF comme pour les syndicats, il n'est pas question de reprendre globalement les négociations. Cette méthode a été un échec. Comme l'a dit aujourd'hui Edmond Maire, l'objectif des entretiens avec le CNPF était de voir sur quel point renouer le dialogue avec l'objectif de relancer l'emploi. C'est également le souhait du gouvernement qui veut éviter de mécontenter tout le monde avec des lois ou des décrets, comme il l'a fait récemment, faute d'accord sur les contrats à durée déterminée. C'est pourquoi le ministre du Travail a proposé de rouvrir les négociations sur les contrats formation-reclassement qui permettraient de gommer des statistiques près de 200 000 chômeurs économiques en leur octroyant une formation d'1 an avant de pointer à la NPE. Malgré des réserves, les syndicats sont plutôt favorables. Le CNPF, lui, manifeste peu d'enthousiasme, peut-être dans l'attente des élections de 86. Si une négociation sur les congés formation et reconversion s'ouvre, nous sommes le 10 avril, s'ouvre fin avril, qu'elle est terminée en un mois, ça doit être possible, et qu'au mois de mai s'ouvre une négociation sur le temps de travail, l'organisation du travail, et les changements technologiques, alors on pourra dire qu'effectivement 1986 ne pèse pas abusivement dans l'esprit du CNPF. Disons que pour l'instant, la réunion d'aujourd'hui ne nous donne pas l'impression que ce rythme-là soit pris. Le patronat donnera sa réponse la semaine prochaine. Plus encore que le syndicat, à l'exception de la CGT, il souhaite modifier le code du travail pour y introduire plus de souplesse. Mais ses priorités ne sont pas les mêmes. Elles portent surtout sur les conditions de licenciement, l'annualisation du temps de travail ou même la remise en cause du SMIC, une barre placée très très haut. Cette fois, c'est bien fini pour Manu France, la coopérative ouvrière créée par la CGT qui avait repris une partie de l'affaire en 81, a déposé son bilan la semaine dernière et aujourd'hui, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a décidé de liquider tous les biens de la société. Les ateliers vont donc fermer et les 396 employés vont être licenciés. La coopérative était en déficit depuis sa création. Ses dirigeants, qui reprochent au pouvoir public de les laisser tomber, ont demandé une entrevue au ministre de l'Industrie. Les concierges et les gardiens d'immeubles étaient en grève aujourd'hui à l'appel de leur syndicat qui leur avait demandé de ne pas sortir les poubelles. Ils demandent tout simplement d'être payés au SMIC, comme tout le monde. Cette grève n'a pas été très suivie, semble-t-il, mais cela peut sans doute s'expliquer. Écoutez ce témoignage d'une concierge parisienne recueilli hier par Béatrice Berge. Là, mon travail consiste à faire surtout le gros ménage, les WC, puisque j'en ai 16 ici. Depuis le 7e jusqu'au rez-de-chaussée, 2 WC par palier, 400 mètres de couloir à laver, 7 étages d'immeubles à faire, 38 fenêtres, le rebord des fenêtres parce qu'il y a les pigeons toujours qui font de la crotte,
Pour un salaire avec ma prime d'ancienneté de 3 000 francs par mois. Pour combien d'heures? Le nouveau, 55 heures la semaine. Nos concierges sont bien loin du SMIC horaire et depuis 5 ans, leur pouvoir d'achat a baissé de 5 à 23%. Salaire minime, horaire contraignant, mais aussi insécurité du travail. Après 10 ans de loge, Ginette Le Borvalec vient d'être licenciée. En même temps que son emploi, elle perd son logement. Un sacré moyen de pression sur les concierges qui voudraient faire la grève des poubelles. Elles ne le feront pas, par crainte. Car vous savez très bien, qui veut la mort de son chien lui trouve l'égal. Et dans les 6 mois qui courent, ils lui trouveront un défaut de service pour l'afficher à la porte. Et par la peur, pas de perdre son salaire, mais par la perte de son local. Une grande banque de France, la Société Générale, vient de publier une enquête bien intéressante sur le thème « Les jeunes et l'argent ». Et cette enquête bat en brèche bien des idées reçues sur les 15-25 ans. En gros, on y découvre que 40% de ces jeunes sont des cigales qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. 40% sont des fourmis qui épargnent chaque mois. Et puis les 20% qui restent éclatent de rire quand on leur pose la question parce que l'argent, disent-ils, ils s'en fichent. Hélène Rézacher. Bah, j'aime bien en avoir, et puis et le dépenser. Pas le garder, j'arrive pas à le garder. Non, moi j'épargne plutôt. Je suis étudiante, donc j'essaye d'épargner le plus possible. Je n'économise pas, j'achète je crois des biens de consommation usuels, des livres, des disques, et puis j'investis aussi dans mes activités associatives. Entre les cigarettes, les pots au café, et puis, qu'est-ce que je t'ai dit ce matin? Les cigarettes, les pots au café, les fringues aussi, et puis le maquillage aussi. Et puis voilà, ça vous fait. Vu que je suis suisse, je le mets à la banque d'abord. Après, je le ressors quand j'en ai besoin. Première préoccupation des jeunes, les voyages et les vacances, 51% des suffrages. Loin derrière, la voiture ou les vêtements, et bon dernier, le sport et l'ordinateur. D'après ce sondage, et contrairement à toute légende, les jeunes ont le goût du risque et de l'effort. Par rapport à ce que la plupart des gens pensent déjà. Je crois qu'il y a une sorte, je crains en tout cas, qu'il y a une sorte de racisme aussi anti-jeune. Bon, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui sont prêts à faire avec la forme des sociétés que nous connaissons actuellement, et en particulier la société française. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très réalistes, ils sont très pragmatiques, ils trouvent que c'est déjà assez dur comme ça. Je pense que le problème du chômage et du travail et de ce qu'on appelle la crise est important comme effet sur leur mentalité, mais il y a sans doute d'autres raisons qui font qu'ils cherchent plutôt à s'adapter qu'à détruire. Ils cherchent à se ménager une qualité de vie à l'intérieur de cette société. Et du côté de l'argent, ils semblent avoir compris que c'est un moyen dont il faut se servir, et non pas une espèce de symbole qu'il faut combattre. Vous crachez pas sur la société de consommation? Non, justement, on l'a fait vivre. Donc vous êtes un peu pour? Non, on est pour. Hein. Ouais, de toute façon, c'est la vie. Hein. Je pense que vraiment, c'est plus vraiment un thème important. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je travaille, j'ai de l'argent, je l'utilise, et voilà. On est bien obligé de vivre dedans et de l'utiliser de toute façon, je pense. On n'a pas le choix. À moins de vivre en marginal. La cérémonie que vous allez voir maintenant a été filmée hier. Je crois vraiment qu'il faut le préciser parce que cette image semble venir de la nuit des temps. Ça se passe en Thaïlande où l'on célèbre en ce moment et pendant 3 jours les funérailles de la dernière des reines de Siam qui est morte, tenez-vous bien, il y a tout juste 1 an. Anne Rongère. La reine Rambai, au temps de sa splendeur. Elle est morte l'année dernière, à l'âge de 79 ans. Mais c'est hier seulement que les Thaïlandais ont célébré ses funérailles. Ainsi le veut la tradition, plus le rang est élevé, plus le délai doit être long entre le décès et les obsèques. La procession s'étend sur plusieurs kilomètres. Pour la foule, vêtements blancs et noirs, les couleurs du deuil, selon le rite bouddhiste.
une suite de tableaux minutieusement réglés. Ici, le neveu de la reine, le roi Bhumibol, allume une flamme symbolique dans le temple crématoire. Mais une fausse note dans ces images d'un autre âge, ces micros devant les moines. Car cette cérémonie est avant tout symbolique. Il faut savoir qu'en 1932, le mari de la reine morte a été renversé par un coup d'État. Aujourd'hui en Thaïlande, rois et reines n'ont plus qu'un rôle représentatif. Alors, pourquoi pas un peu de nostalgie au clair de lune? Un coup d'œil sur les marchés financiers maintenant avec Henri Leray, en commençant comme chaque soir par le dollar qui a encore cédé un peu de terrain aujourd'hui. Oui, le dollar a cédé un peu de terrain, nous allons le voir. On va le voir Car, tout de suite. mais oui, sur le marché d'échange, un marché d'échange très aux aguets de la moindre information susceptible de causer une nouvelle alerte. La monnaie américaine est nerveuse, voilà. Le voilà. Et les opérateurs aussi, finalement à Paris, elle a coté 9,59 francs, mais il semble qu'elle soit en baisse encore ce soir à New York. En revanche, la bourse de Paris a le vertige des records bien sûr. Depuis le début de l'année, elle a gagné près de 19%, et oui, et les valeurs françaises ont encore pris 0,60% aujourd'hui. À New York, la détente sur les taux d'intérêt semble donner du ressort à Wall Street, où le marché des titres reste extrêmement technique. À 1 heure de la clôture, le Dow Jones était en nette progression, après quelques jours de dépression. Retour au football, le match Juve-Bordeaux n'est pas tout à fait terminé. Je regarde mon écran de contrôle, il doit rester moins d'une minute, mais on en est toujours en tout cas au score de 3-0, 3-0 pour l'Italie que je vous annonçais tout de suite. Voici le résumé de Daniel Leclerc. Et ce que l'on peut dire, c'est que les choses vont très mal pour les Girondins de Bordeaux après cette action à une tête superbe de Boniek, bien arrêté par Dominique Dropsy. Boniek qui aura beaucoup plus de réussite à la 30e minute de jeu à la suite de cette action. Cabrini va donner dans le rond central à Michel Platini. Et vous allez voir que Michel Platini a une grosse importance dans ce match. Il ouvre pour Boniek qui marque entre les jambes de Dropsy. 1-0 pour Boniek qui cette fois a eu la réussite. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. On va retrouver les Italiens en deuxième période avec encore Michel Platini, une sorte de réplique du premier but. Une longue ouverture à destination de Briachi qui trompe Dropsy 2-0. Mais vous allez le voir sur cette action, il y avait une faute sur Gernot Rohr que M. Galère, l'arbitre suisse de la rencontre, n'a pas sifflé. Vous le voyez, Briachi bouscule dans le dos Rohr. C'est dommage que M. Galère n'ait pas pénalisé l'attaquant italien. Toujours est-il que les Italiens mènent à ce moment-là 2-0 et sur leur lancée, Boniek va rendre la politesse à Michel Platini en lui offrant le troisième but avec une remarquable reprise de volée du pied droit qui prend Dropsy à contre-pied. Un but formidable que nous allons revoir au ralenti. Un but signé Michel Platini sur un service du Polonais Zbigniew Boniek. Et regardez sur ce ralenti, on voit que Dropsy n'a pas pu apprécier la trajectoire du ballon, masqué qu'il était par Fernando Cialana. Et alors que l'on joue les dernières secondes de la partie, eh bien, la Juventus de Turin mène donc devant Bordeaux 3-0. Autant dire que les affaires vont mal pour les Girondins de Bordeaux. Ça sera dur dans 15 jours au match retour. Et je vous dirais que dans l'autre demi-finale qui oppose Liverpool au Panathinaikos, eh bien, ce sont les Anglais qui mènent eux aussi 3-0, comme quoi on peut dire un petit peu à l'avance que l'on s'achemine vers une finale Liverpool-Juventus de Turin. Mais vous savez, en football, tout est possible. Je vous donne deux résultats qui viennent de me parvenir. L'Inter de Milan a battu le Real de Madrid 2-0, cela pour le compte de la Coupe de l'UEFA. Et Vidéoton, le tombeur du PSG, a battu Sarajevo 3-1. Match retour de toutes ces rencontres le 24 avril. Entendu. Les pronostics de M. Courtine maintenant pour le quartier d'Auteuil. Demain, sur 19 partants, il a choisi le numéro 8 qui est son joker, le 15, le 2, le 3, le 6, le 4 et le numéro 16. Le tirage du loto qui avait lieu ce soir également, 3, 4, 14, 39, 42, 47, numéro complémentaire, le 32. Et puis le temps pour demain, ça s'arrange. Quelques brouillards le matin et un peu de pluie de la Bretagne au nord, mais ensuite les éclaircies vont se développer sur tout le pays. Il fera même franchement beau près de la Méditerranée. Les températures seront un tout petit peu plus fraîches que les jours précédents parce qu'il y aura moins de nuages pour nous protéger. Il pourra même y avoir quelques gelées blanches demain matin.
Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h10. Excellente fin de soirée sur la 3. Elle se poursuit maintenant avec un film français de Jean de Wever, Les Honneurs de la guerre. Avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. Football, les Français en difficulté à Turin, 3-0 pour les Italiens. Le match se termine dans les secondes qui viennent. Accord RPR-UDF pour gouverner ensemble, sans autre alliance, ni à gauche ni à droite. À partir de septembre, visite obligatoire pour les voitures de plus de 5 ans au moment de la revente.